Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vysoce Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que le travail de notre délégation en Ukraine et en Géorgie a été excellente. La diplomatie parlementaire, j'en suis convaincu, est un instrument très important de la politique internationale. Je n'ai malheureusement pas pu participer au voyage de cette délégation puisque lorsqu'elle a été composée, j'ai été invité au Donbass, dans l'est de l'Ukraine, au moment même où notre délégation se rendait en Ukraine. Moi, je me suis rendu sur la ligne de front, dans le Donbass, dans la partie du nord du Donbass, près de Gorlitska. Je me suis ensuite rendu dans le sud, où là aussi, je me suis rendu sur la ligne de front, près de Cherokee, qui est en fait une montagne où vous avez des bataillons de volontaires qui se constituent. Et ce sont des troupes qui défendent la région de Mariupol. Je tenais à partager avec vous ce que j'ai vu. Le gros des combats autour de Mariupol, ce n'est pas l'armée ukrainienne qui s'en charge, mais ce sont ces bataillons de volontaires qui sont au nombre de deux. Le premier s'appelle Azov et l'autre Donbass. Et ils permutent semaine après semaine, ils se reposent une semaine et ils montent sur la ligne de front la semaine d'après. Je me suis rendu également sur la ligne de front avec ces deux bataillons et je sais que si ces bataillons de volontaires n'existaient pas, eh bien Mariupol aurait été, depuis belle lurette, était en quelque sorte occupé. Le fait qu'il y ait ces volontaires qui soient obligés de se battre est quelque chose d'absolument scandaleux. Ils représentent en quelque sorte l'armée ukrainienne. Cette armée ukrainienne est composée d'anciens officiers russes qui n'ont aucune raison de se battre contre Moscou. Et donc le gros de la défense de Mariupol se fait grâce à ces bataillons de volontaires, ces associations de volontaires. Le bataillon Azov est le plus important et il comporte 1400 combattants avec toute une série de non-professionnels également. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des Juifs, des Géorgiens, des Tchétchènes combattent aux côtés de ces bataillons et d'autres nationalités également. Alors pourquoi suis-je en train de vous expliquer cela? Eh bien parce que ces groupes de volontaires, ces bataillons de volontaires ont une importance politique et militaire considérable. C'est la raison pour laquelle j'ai invité M. Andriy Bilecki à Bruxelles. Il est député du Parlement d'Ukraine, mais il est aussi commandeur de ce bataillon Azov. Et mon invitation a été acceptée, et en automne, j'ai l'intention d'organiser une conférence de presse. Et à cette occasion, j'aurai l'occasion de présenter les représentants de ce bataillon de volontaires. Nous ne pourrons pas faire comme si ces réalités politiques et militaires n'existaient pas. Et je vous dirai dès lors à quelle date aura lieu cette conférence de presse à laquelle je vous invite d'ores et déjà. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb ook deel uitgemaakt van de... Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai fait partie de la délégation au sein de la sous-commission 3. Nous avons, je pense, eu une visite extrêmement intéressante que nous avons effectuée à Kiev, à Dnipropetrovsk, où nous avons également pu tenir des discussions extrêmement intéressantes, extrêmement fructueuses, avec des personnes déplacées. Cela représente à peu près une centaine de milliers de personnes près de Popetrovsk. Cela nous fait un total, en fait, d'1,5 million de personnes déplacées en Ukraine. Et nous avons rencontré les autorités locales, les ONG, les organisations d'aide internationale. Il s'est agi surtout
de parler des perspectives d'aide à long terme pour les déplacés, du fait qu'il est impossible d'avoir la liberté de circulation pour ces personnes qui pourraient souhaiter rendre visite à leur famille dans le Donbass. Nous avons rencontré les collègues de la Rada à Kiev, du Parlement. Nous avons rencontré les dirigeants traditionnels. Bon, une réunion a été un petit peu difficile. Je n'ai pas eu une très bonne impression de celle-ci. Les 5 partis de la majorité y étaient présentes. Il y a un certain désaccord qui règne par rapport au plan de décentralisation là-bas. Et ces discussions sont assez douloureuses. La Rada, en première lecture, aujourd'hui a adopté un paquet de réformes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer devant la Cour. Il faut qu'il y ait un accord intervenant en deuxième lecture. Il faut donc voir si ce paquet sera complètement adopté. Des décès ont eu lieu dans le pays, il y a une certaine instabilité qui règne. Nous devons, je pense, par rapport à tout cela, être attentifs. On peut bien entendu exercer des pressions sur l'Ukraine, c'est ce que nous faisons. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a Minsk 2, il n'y a pas d'autre alternative. La décentralisation est possible et elle peut être un avantage si l'on l'amène à bien au niveau du pays. Mais le processus de décentralisation et l'état que connaissent les partis occupés du Donbass, eh bien, c'est quelque chose de difficile. On peut bien sûr, certes, exercer des pressions, mais n'oublions pas tout de même que des réformes très importantes, il faut que la population les soutienne également. Sinon, elles ne seront pas couronnées de succès. Nous devons nous faire pression, certes, mais sans du soutien de la population, cela n'a aucun sens. Alors nous, bien sûr, nous voulons faire pression sur l'Ukraine, mais l'on ne veut pas exercer de pression sur la Russie de Poutine. On essaie d'exercer des pressions uniquement sur les victimes, tout simplement, pas faire pression sur les agresseurs. On se dit que Minsk 2 va pouvoir être mis en place. On a une certaine confiance, nous, mais c'est quand même assez incohérent de notre part. Donc, continuer à préciser les choses, à expliquer les choses à Poutine, ça n'a aucun sens. Il ne comprendra jamais rien, selon moi. La décentralisation, pour Poutine, cela veut dire quoi? Cela veut dire quelque chose de différent. Pour lui, cela signifie que c'est lui qui décide, il décide qui doit mener le bal dans le Donbass. Et c'est fatal pour l'Ukraine que cela. Mettre en place Minsk 2, cela va signifier également que le gouvernement ukrainien reprendra le contrôle de ses frontières. C'est un facteur clé pour mettre fin à l'agression que mène la Russie contre ce pays. Très rapidement, nous, en tant qu'Union européenne, nous devrons nous positionner. Nous devrons rappeler à la Russie qu'elle doit vraiment faire face à ses responsabilités. Merci. Dziękuję bardzo. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que ce qui a été le plus frappant en Ukraine, quand nous avons rencontré l'opposition, quand nous avons rencontré les partis de l'opposition, ça a été leur position. Ils étaient assez critiques, disons, par rapport aux attentes en matière de décentralisation. La décentralisation, ils ne l'entrevoient pas, eux, comme constituant de la véritable décentralisation. C'est plutôt une agression sur l'autonomie des régions. Ils ont été assez unanimes par rapport à cela, ces 3 partis principaux. Celui de Mme Tymoshenko, le parti radical ainsi que le troisième. Les 3 partis, les 3 groupes d'opposition ont dit d'une seule et même voix qu'il fallait que nous comprenions que ce qu'ils voulaient, c'était protéger leur propre souveraineté. Bon, nous avons nous aussi voulu parler d'une seule voix, nous l'avons fait, nous avons dit qu'il était important pour nous de faire preuve de responsabilité, qu'il fallait rechercher les voies et moyens permettant de mener à la paix. Par rapport à laquelle Minsk 1 avait pavé la voie. Bon, en termes de responsabilité, on n'a pas de toute façon à les encourager à l'être. Ils font preuve de responsabilité. Nous devons également comprendre, nous aussi, que la société ukrainienne, elle s'attend de notre part à plus de solidarité. Elle ne s'attend pas uniquement à des mots, tout simplement. Elle ne s'attend pas uniquement à ce que nous nous bornions à condamner les actes de la Russie. Ils s'attendent, les Ukrainiens,
à ce que, en matière d'accord de paix, l'on tienne compte de certains critères juridiques, que nous prenions le pouls des émotions, des sentiments de la société également. Maintenant, pour ce qui est de la Géorgie, je pense qu'il faudrait vraiment se concentrer sur deux questions principales. La première étant quelque chose d'extrêmement préoccupant. Je parle de la situation des prisonniers politiques. On a un petit peu un système à deux vitesses en termes de justice. Tout ce qui sont exprimés par rapport à la situation des prisonniers politiques ont marqué leur accord par rapport à un élément. L'ex-maire, par exemple, de Tbilissi, eh bien, il semblerait qu'on peut vraiment détenir quelqu'un en prison, même si des accusations formelles n'ont pas été lancées à son encontre. Ce qui est ressorti très clairement de notre visite à Géorgie, c'est que vraiment un consensus politique absolu règne sur le fait que des relations plus étroites soient établies avec l'Occident, avec l'OTAN notamment. Donc je ne pense pas qu'il faudrait traiter ces questions de façon dissociée. Je pense que mettre en place des liens plus étroits avec la Géorgie, ça doit être fait pas uniquement avec les États membres de l'Union européenne, ça doit être fait également avec l'OTAN. Cela nous permettra d'exercer une certaine pression sur la Russie. Surtout par rapport à l'approche qui est la sienne, surtout par rapport à ce qui se passe notamment dans l'est de l'Ukraine. Et ce qui est également extrêmement important, c'est de continuer à faire pression. On l'a déjà fait, certes, mais poursuivons les pressions que nous exerçons. Et il faut quand même faire preuve également d'une certaine sympathie vis-à-vis des prisonniers politiques qui sont conservés en détention. Je crois qu'il est important de s'assurer que l'on aura bien des élections libres. Il ne faut pas que les opposants politiques soient mis en détention tout simplement parce qu'ils veulent se porter candidats aux élections. Merci. Merci. Monsieur Plenković me dit qu'il y a eu devant le Parlement en Ukraine des confrontations organisé, semble-t-il, par l'extrême droite et qu'un policier soit décédé sous les coups. Le fait qu'il y ait eu cette manifestation dans le cadre de ce débat sur la décentralisation à la Rada n'est sans doute pas une coïncidence. Et donc je voudrais proposer en son nom que nous émettions une déclaration de solidarité avec tous ceux qui accompagne ce processus de transformation et de décentralisation en Ukraine et que nous nous y attelions dès ce soir, si vous en êtes d'accord. Que nous exprimions nos sentiments en quelques mots. Merci de votre concours. Monsieur Austrevicius. Non ? Je crois qu'il faut se mettre d'accord pour dire que cette visite en Ukraine, dans le territoire, dans la région où nous sommes rendus, est tombée à pic. Nous sommes rendus le oblast de Petrovsk et nous avons vu de nos yeux un certain nombre de choses tout à fait impressionnantes, une situation très impressionnante, notamment sur le plan de la migration interne en Ukraine même. L'Ukraine est un des pays les plus directement touchés par la migration. L'Ukraine reste l'un des 10 pays les plus touchés par la migration interne à travers le monde. Et ça n'est pas une tâche aisée, s'agissant d'un pays qui connaît une agression militaire de la part d'un voisin beaucoup plus fort que lui-même, en l'occurrence la Fédération de Russie. Bien sûr, on peut critiquer l'Ukraine, qui n'a pas une capacité administrative suffisante pour faire face à ces questions de migration et qui n'a pas la capacité administrative pour faire face à toute une série de problèmes très complexes, notamment d'accueil des réfugiés. Mais en même temps, n'oublions pas une chose.
il y a eu toute une série d'actions de la société civile et de la part des ONG qui ont fait un travail très utile et qui ont témoigné d'un sens de solidarité au sein même de la population. Et ce sens de la solidarité est vraiment un signal très fort qui vient de la société ukrainienne en interne. En dehors de la situation en Ukraine, dont on pourrait effectivement utilement parler, je me demandais si nous ne pourrions pas traduire notre soutien politique en quelque chose de plus palpable, de plus tangible. Et peut-être sur le plan du budget 2016, nous pourrions prendre une série de décisions qui aideraient davantage l'Ukraine pour dans un certain nombre de domaines. Songez par exemple à la politique de voisinage de l'Est et du Sud. On pourrait peut-être rééquilibrer cette politique de voisinage et nous mettre davantage de priorité pour cette politique de voisinage vers l'Est. Je crois qu'il faudrait investir autant que possible si nous avons foi en une solution concrète et tangible dans un pays comme l'Ukraine. Nous avons rencontré un certain nombre d'équipes de l'Union européenne à Kiev et la question de l'efficacité d'un certain nombre d'actions a été posée. Ces activités de l'Union européenne. Parfois, nous avons du mal à coordonner nos actions dans le feu de l'action. Plutôt que d'aider ces régions de manière plus efficace, nous avons tendance à nous disperser. Et les événements d'aujourd'hui à Kiev montrent que la situation est très tendue, qu'elle caractérise bien la situation en Ukraine de manière plus générale, et on ne peut qu'inviter les personnes responsables, les partis politiques ukrainiens, le radar, on pourrait peut-être les inviter ici à Bruxelles et discuter avec eux pour voir comment il est possible de renforcer leurs possibilités. Seule une solution politique à Kiev permettra de stabiliser la situation et permettra de faire en quelque sorte ressusciter de ses cendres ce pays. Monsieur Ostravicius, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut revoir le budget, mais j'ai l'impression qu'il faut s'attendre à une discussion très différente. Si nous n'arrivons pas à avoir des quotas sur l'immigration, s'il y a des pays qui ne sont pas prêts à apporter leur contribution, pensez au nombre de réfugiés accueillis par l'Allemagne avec les coûts qu'il y a à la clé. Je crois que tant que l'on n'arrive pas à cela, on peut difficilement envisager des actions pour ce qui est des pays qui sont particulièrement concernés par les réfugiés. Pensez à la Suède, à l'Autriche, et la solidarité, elle doit venir de partout. Et elle ne doit pas être unilatérale. Et ça, il faut bien le voir. C'est quelque chose qui sera très important pour l'avenir de l'Union européenne. Et je tenais à préciser ce qu'il en est. Madame Hautala, en anglais. Merci, Monsieur le Président. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de vous informer sur une initiative à laquelle vous avez apporté votre soutien vous-même, Monsieur Brok. Au nom du bureau de l'Assemblée Euronest, nous allons accueillir avec le soutien des commissions compétentes une manifestation concernant la mise en œuvre des accords. Je crois en effet que les parlementaires ont un rôle à jouer. Les députés sont des législateurs expérimentés et ce doit être l'occasion de faire preuve de collégialité, d'apporter notre soutien. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Monsieur Ostrovicius sur le budget
Et tant qu'il n'y a pas de ressources humaines et financières tout à fait définies précisément, nous ne pourrons pas avancer sur ces questions. Donc, notez bien cette initiative dont je viens de vous parler. Le président parle sans micro. Merci, Monsieur le Président. Je profite de poser des questions plus précises aux collègues qui ont eu le plaisir de se rendre en Ukraine, de participer à la délégation. Et je voulais savoir très concrètement ce que fait à l'heure actuelle le Parlement ukrainien, le gouvernement ukrainien pour lutter contre l'influence qu'ont les oligarques dans le cadre de la société, de l'économie ukrainienne. Que font-ils par rapport à cette corruption qui règne au niveau de l'administration publique? C'est depuis que je suis au Parlement que j'entends parler de cela de façon cyclique. On a exprimé des souhaits. On a dit que l'on voulait agir, mais on en a bien peu fait. Je vous rappellerai que nous avons octroyé une assistance macrofinancière de 2 milliards à l'Ukraine. Je ne voudrais pas que ces fonds finissent, entre guillemets, par ne pas apporter quelque chose de concret, par ne pas apporter des réformes dans le pays. Sinon, mieux vaudrait investir ces fonds dans le partenariat méridional. Je rappelle le drame de l'immigration qui a été évoqué. C'est absolument dramatique pour ce qui est de la Méditerranée. Maintenant, deuxième question. Je la pose à tous les collègues. J'ai entendu dire avec perplexité qu'apparemment un collègue souhaiterait inviter ici le commandant du bataillon Azov. Mais pour moi, si j'en crois un rapport d'Amnesty International, c'est quand même une ONG tout à fait respectée. On peut sifier ce bataillon. On l'a accusé de crimes contre l'humanité à plusieurs reprises. Et je cite en anglais. Il a été impliqué dans des enlèvements, des détentions abusives, de mauvais traitements, des exécutions éventuelles, des extorsions. Et sur Internet, on peut facilement se procurer des centaines de photos sur lesquelles ces personnes arborent la croix gammée, arborent des emblèmes néo-nazis. Je poserai la question suivante. On est en train de commémorer cette année les 70 ans de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a donné naissance à notre union telle que nous la connaissons. Des violations ont été commises dans le camp russe, bien entendu. Je les condamne, c'est certain. Mais il faut vraiment quand même que nous soyons sûrs d'inviter les bonnes personnes. Si on ne le fait pas, l'on va manquer le coche. On ne va pas précisément faire honneur aux valeurs de l'Union. On va finir par perdre la face, on manquera de cohérence, on ne suivra pas les bons objectifs géopolitiques. Je crois que il ne faut faire pas preuve d'un système de poids, de mesure. Soyons vraiment extrêmement prudents. Je nous y inviterai à tous. De toute façon, si cette proposition qui a été évoquée devait se concrétiser, j'écrirai moi-même au président Schulz. Je vous remercie. Mais bon, il est difficile d'envisager une absence de corruption permettant de faire circuler de l'argent dans les pays voisins. La question, c'est que l'Ukraine est en train de réformer tout son système judiciaire. Et la réforme de la justice, c'est la condition préalable pour lutter contre la corruption. Dans le domaine communal, dans le domaine régional, il faut mener la lutte contre la corruption. Et cela nous ramène à la lutte contre les oligarques. Pensez à Komolski. Il y a des progrès qui sont faits. Bien sûr, ils ne suffisent pas, mais il y a des progrès et nous devons les soutenir. Ça, il faut bien le voir. Et quant à la question d'arborer des symboles nazis, eh bien oui, ça existe là-bas et j'ai bien peur que ça existe aussi ailleurs.
chez nous. Et ça, c'est quelque chose, c'est une évolution négative qu'il faut voir lors des élections en Ukraine l'année dernière, que ce soit les élections législatives ou aux élections présidentielles. Eh bien, les extrémistes n'ont eu que 2,5% des voix. Ce serait bien qu'on n'en soit pas à plus que cela dans nos pays. Je donne maintenant la parole à M. Schaffhauser. Oui, Président. Notre rôle au niveau du Parlement européen, c'est d'aider la diplomatie des États et plus particulièrement l'application des accords de Minsk. Les propos que vous avez tenus, Monsieur le Président, m'interrogent. Quand vous avez dit le 23 juillet qu'il est nécessaire de réveiller la Russie pour qu'elle comprenne sa responsabilité dans les crimes de guerre. Je veux bien croire qu'il y ait des crimes de guerre, mais ce que je connais pour avoir été dans le Donbass, c'est les bombardements sur les populations, sur les écoles, sur les hôpitaux, y compris pendant ces vacances. Et je crois que là, il y a crime de guerre. Et vous ne pouvez pas parler de crime de guerre de manière unilatérale, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas dire non plus qu'il est évident que si les accords de Minsk ne sont pas appliqués, ce n'est pas la faute de Kiev. Ce n'est pas le point de vue du gouvernement français. Pourquoi vous vous opposez à une diplomatie des États, et plus particulièrement à ceux qui aujourd'hui mettent en place et essaient de mettre en place tout au moins les accords de Minsk? Je suis choqué par ces prises de position partisanes. Je reconnais toutefois que sur la décentralisation, vous avez évolué. Je disais qu'il fallait un accord constitutionnel, vous aviez dit que ce n'était absolument pas nécessaire. Vous revenez à un statut d'autonomie d'ailleurs, République autonome qui existait déjà bien avant qu'il y ait les conflits en Ukraine, puisque le Donbass, la République de Donetsk et de Lugansk existait bien avant comme République autonome plusieurs fois dans l'histoire. Je suis heureux. Il faut dire qu'entre-temps, Madame Nuland vient à notre secours et j'apprécie la modification de votre stratégie avec le soutien de Madame Nuland, mais je suis très heureux que tout ceci aille dans le bon sens. Je reconnais aussi que certains collègues, mon ami Marek Jurek, évoluent et même s'ils restent critiques, et ça je le comprends parfaitement, ils essayent d'avoir une vision aussi objective de la réalité. En ce qui concerne M. Stetina, le bataillon Azov est un bataillon nazi. Il est condamné comme tel par Amnesty International, mais il n'est pas seulement condamné par Amnesty International, même le Congrès américain dit que c'est... Alors, que vous souteniez des nazis, moi je veux bien. Je ne crois pas que ce soit la place de ce Parlement d'accueillir ouvertement des nazis au sein de ces instances. Donc, considérons tout ceci, je reste persuadé que nous devons aller dans le sens d'un dialogue approfondi et que ce dialogue approfondi est absolument nécessaire. Il est dans le cadre des accords de Minsk. Il suppose effectivement qu'on discute avec les républiques autonomes sur la décentralisation, sur le statut de la décentralisation. Et étant un des fondateurs de l'Assemblée des régions d'Europe, je suis sûr qu'on trouvera un statut qui convienne. Il y a plusieurs possibilités dans la législation qui permettent que ce soit l'État, comme je le disais, la notion d'État fédéral qu'est l'Allemagne. Les régions sont des États en Allemagne, contrairement à ce que vous disiez, je le répète, d'un point de vue du droit international, ce sont considérés comme des États. Et d'autre part, il existe des régions qui ont une très grande autonomie et je suis sûr qu'on trouvera des solutions si on veut y mettre de la bonne foi. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je veux dire tout d'abord mon regret d'apprendre ce qui vient de se passer à Kiev après le vote du Parlement, parce qu'à la suite effectivement de la manifestation du parti Svoboda
il y a eu non seulement un mort, mais des dizaines de blessés parmi les policiers, parmi les journalistes également. Et je crois que, comme vous l'avez suggéré, il faut réagir vite pour dire notre regret à tout ça. Mais j'aurais dû commencer, bien sûr, en vous remerciant de la présentation que vous avez faite, vous les membres du Parlement qui avez fait ce déplacement en Ukraine. Je voudrais également dire que la situation actuelle montre la fragilité politique terrible qu'on a en Ukraine. On voit cette réaction à un geste rationnel du Parlement qui venait de voter justement une possible solution pour ces régions de l'Est de l'Ukraine. C'est pour cela que je considère qu'il serait très bien d'avoir une mission d'observation électorale pour les élections locales qui vont se tenir, comme Andrei Plenković l'a mentionné, en octobre. Donc c'est pour soutenir cette idée. Merci de votre attention. Ja, vielen Dank. Es ist eben Merci. Plusieurs collègues ont parlé de la nécessité qu'il y avait à continuer à lutter contre la corruption. Nous avons un rôle à jouer en tant nous autres Européens. Je crois qu'il y a une chose importante. Je veux parler des élections communales parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels la corruption passe par des oligarques locaux au plan communal. Et s'il y a possibilité pour que les gens sachent à qui ils ont affaire et votent pour d'autres, eh bien, ce sera une bonne chose. Et je crois que nous devrions essayer de contribuer à ce qu'il en soit ainsi, par le biais de jumelage ou par d'autres voies. Nous pouvons essayer de soutenir l'émergence d'une nouvelle mentalité, une nouvelle culture au niveau communal. Et l'Union européenne a déjà eu l'occasion d'avoir une action efficace dans ce domaine. Si nous n'avions pas soutenu la société civile dans de nombreux cas, il y a beaucoup de comportements qui n'auraient pas été démasqués et connus. Nous avons l'accord de Minsk, ne le laissons pas tomber. Je suis assez optimiste quand je vois comment les choses évoluent, comment les Russes se comportent, les mouvements de troupes aux frontières, aussi le comportement au niveau des zones occupées, avec toutes les forces que l'on fait entrer sur les territoires occupés, ce qui indique qu'il y a une volonté de continuer à faire cuire à petit feu cette région du pays. Et puis, bon, malgré cela, il faut que l'on dise clairement à la Russie que l'on attende qu'elle tienne ses engagements. Moi, j'aurais souhaité une décentralisation qui serait intervenue partout sur le territoire, avec des compétences transmises au niveau communal dans tout le pays, et pas une loi qui ne concerne qu'une partie du territoire dans laquelle des activités criminels se déroulent avec des combattants, avec des qui sont soi-disant des partisans, mais il faut bien voir qu'il ne s'agit pas de candidats à une légitimation démocratique et ces gens n'auraient aucune chance s'il y avait des élections démocratiques sur place. Il n'y a pas de micro. Grazie Presidente, anch'io. Merci, Monsieur le Président.
L'orateur s'interrompt. C'est Madame Gomez qui avait la parole. C'est Madame Gomez qui était censée intervenir. Mais puisque vous avez commencé votre intervention, continuez, Monsieur Borghesio. Allez-y. Pardon, j'avais mal compris, toutes mes excuses. Je pense qu'il faut, et c'est fondamental, suivre vraiment cette voie extrêmement importante. Il faut vraiment reconnaître l'autonomie. Bon, je pense que dans de telles situations, malgré toutes les difficultés qui se trouvent devant nous, ce qu'il faut, c'est suivre. Poursuivre, il faut vraiment essayer d'obtenir la paix. Je saisis l'occasion de ce débat ô combien important pour mentionner un fait extrêmement grave qui s'est produit durant l'été. À savoir qu'en Italie, l'on a arrêté quelqu'un, Igor Markov. C'est quelqu'un donc qui fait l'objet de poursuites. Les autorités ukrainiennes ont émis un mandat d'arrêt. Cette personne se trouve en Italie. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les nouvelles, on accusait ce monsieur Markov d'avoir effectué un voyage en Italie ou en France, en principauté de Monaco, pour prendre contact avec des financiers de l'opposition. Moi, j'étais déjà convaincu quand on a mis en place le mandat d'arrêt européen, j'étais vraiment convaincu du fait que l'instrument devait nous permettre de contrôler la criminalité. Je m'étais dit que cet instrument pouvait également devenir un instrument de persécution utilisé par les États vis-à-vis des opposants. Donc il faut vérifier, je pense, la situation, voir comment les choses se passent, parce que je pense que vraiment des pressions s'exercent sur les autorités judiciaires italiennes par rapport précisément à cette personne qui est en détention. Il faut voir si les droits de cette personne ont fait l'objet de violations. Merci. Il n'y a pas de micro. Madame Gomez en anglais. Les missions telles que celle qui a été envoyée en Ukraine sont très importantes. Le président, un peu de silence, je vous prie. Plus nous dialoguons avec les députés ukrainiens, avec le gouvernement, et mieux cela vaut. C'est très important. Reconnaissons-le franchement. Pas plus en Ukraine qu'ailleurs, le système ne peut se réformer sans pression et assistance extérieure. Assistance aux pans de la société qui veulent que la réforme ait lieu. Et pas assistance à ceux qui veulent maintenir le statu quo, ceux qui sont les bénéficiaires du système corrompu et oligarchique Yanukovych. Ceci étant dit, je serais pour qu'on envoie une mission d'observation aux élections locales, compte tenu de leur importance dans le contexte actuel et dans le contexte de la décentralisation. Alors, pour ce qui est de l'argent dépensé, ce n'est pas tant le montant dépensé que l'utilisation qui en est faite qui compte. Il faut voir quelle est l'expertise que nous allons pouvoir mettre à disposition pour la réforme du judiciaire, qui est très importante pour la lutte contre la corruption et pour la défense des droits de l'homme. Je voudrais dire deux choses. D'abord, nous devons prendre une position très claire face aux manifestations d'extrême droite. Et il ne faut pas donner l'impression que nous soutenons un parti nazi quel qu'il soit. Nous ne le faisons pas chez nous, en tout cas pas dans la conception que j'ai de l'Europe. Nous ne pouvons pas le faire non plus dans les pays voisins, dans un pays aussi important que l'Ukraine. Surtout lorsque l'on sait que c'est le genre de choses qui peut être exploité par Poutine pour
dénigrer la révolution ukrainienne. C'est ce que Poutine a essayé de prétendre que c'était une révolution, que c'était un mouvement nazi. Nous ne pouvons pas jouer ce jeu et nous ne pouvons donc que nous détourner de partis de ce type. Par ailleurs, je suis d'accord avec Michael Galler qui dit qu'il faut faire davantage dans la lutte contre la corruption. Lorsque nous étions rendus sur place en plein Maïdan, vous vous souviendrez, Elmar, des jeunes qui nous parlait de la corruption et de l'argent qui aboutissait à nos banques. Donc moi je ne serais pas contre l'organisation d'une audition sur la façon dont nous pouvons aider les Ukrainiens à se battre contre la corruption. Et il y a tout un travail qui est fait notamment par la commission taxe, pour démêler tout cet enchevêtrement de voies suivies par la corruption qui nous cause du tort, comme elle cause du tort aux Ukrainiens. Merci. No, it's not. It's only for to put a question, to ask. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je tenais à rappeler une fois encore que l'Ukraine connaît d'énormes difficultés aujourd'hui. Nous en sommes tous bien conscients. Et dans les faits, il y a une sorte de guerre à petit feu qui est conduite par la Russie aujourd'hui, par le biais de ces mouvements de résistance organisés à Donetsk et à Lugansk. Moi, j'admire la détermination du gouvernement et du Parlement à vouloir à tout crin honorer leurs obligations dans le cadre de ce traité de cessez-le-feu de Minsk II. Les événements d'aujourd'hui à Kiev montrent une fois encore à quel point le Parlement s'est montré constructif et à quel point ils ont bien compris que leur mission, c'était de trouver une solution politique pour sortir de ce conflit. Et donc j'estime que les messages ont une importance capitale. Lorsque la délégation AFET s'est rendue sur place, notre message a été celui de la solidarité. Nous voulions soutenir nos homologues et amis ukrainiens. Nous voulions aussi les rassurer sur une politique de non-reconnaissance de cette annexion de la Crimée illégale. Voilà pourquoi je trouve qu'il est malvenu d'entendre les membres français de l'Assemblée nationale s'exprimer sur la Crimée. Alors que nous sommes rendus en Ukraine, à Kiev, pour délivrer un message différent. Je trouve que ce message français était mal à propos. Les gens ont un petit peu assez des difficultés dans lesquelles ils se débattent. Et donc il faut leur donner un message, leur délivrer un message positif. Et par cela, je veux dire un régime sans visa. Dès que possible en tout cas. J'ai été très préoccupé aussi de cette rencontre, de la mission de l'Union européenne. Je ne sais pas comment cet argent va être dépensé. Et là, je suis d'accord avec Michael Galler, qui n'a pas manqué de souligner l'importance d'avoir une mission d'observateur pour les élections locales, régionales. Je sais que ça n'est pas prévu par le règlement du Parlement européen, mais ces élections locales sont d'une importance capitale. Alors, je conclurai par une remarque tout à fait personnelle. Nous étiquetons un certain nombre de personnalités avec une certaine frivolité. À 5 ans, dans mon pays, j'ai été appelé fasciste. On m'a désigné
comme fasciste. Je ne savais bien sûr pas de quoi il s'agissait. Certaines personnes ont tendance un petit peu à jongler avec ces étiquettes et à critiquer tout le monde avec une aisance déconcertante. Merci, merci beaucoup. Je clôt le débat. Mais je voudrais faire l'une ou l'autre remarque et poser l'une ou l'autre question. Les crimes de guerre, Monsieur Schaffhauser, l'agression a eu lieu par des séparatistes avec l'appui de troupes russes. Ce sont eux qui sont les agresseurs, ne l'oublions pas. Celui qui se défend, qui veut défendre la souveraineté de son pays, est subitement présenté comme l'agresseur. C'est quelque chose que vous tentez de faire. Cet accord de Minsk est soutenu par l'Ukraine. Et je dois dire, étant donné cet événement tragique, un groupe de protestateurs d'un millier de personnes qui s'est produit devant le Parlement, ce Parlement a voté à 265 voix, même s'il faut une majorité de 226, s'est exprimé en faveur de la décentralisation par voie législative aujourd'hui. Et je trouve que c'est une prouesse tout à fait remarquable, s'agissant d'un pays qui n'a pas de tradition de décentralisation. Je trouve que cette attitude est tout à fait remarquable. Et tout ça a été fait en étroite collaboration avec la Commission de Venise. Et c'est en soi un progrès tout à fait considérable qu'il faut saluer comme il se doit. Et j'espère que ceux qui occupent l'Ukraine de l'Est vont réagir et tenter d'en faire un processus qui permettra justement de rendre possible ce statut particulier de l'Ukraine occidentale. La Crimée, entre-temps, est occupée par un pays voisin et même annexée, et donc cette autonomie, en quelque sorte, a été remplacée par une forme d'occupation et d'intégration dans la Fédération de Russie. Voilà les faits crus qu'il faut bien analyser. En Allemagne, pays fédéral s'il en est, les Länder n'ont pas de caractère étatique, au sens où ils ne peuvent pas mener de politique étrangère. La compétence en matière de politique étrangère, en matière de politique de sécurité, pour l'ensemble du système financier et pour toutes les décisions importantes s'agissant de l'État relève du pouvoir central. Et nous avons d'ailleurs conseillé aux responsables ukrainiens d'en faire de même. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Il n'est pas possible que les séparatistes en Ukraine de l'Est subitement s'intéressent à des politiques de sécurité en matière de politique étrangère et qu'ils aient un droit de veto. Ainsi, le Parlement central d'Ukraine serait purement et simplement court-circuité. Ça n'est pas vrai non plus aux États-Unis où ces questions sont réglées par le gouvernement central. L'Autriche, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne sont en fait les exemples. Mais par exemple, la Pologne aussi a un système décentralisé qui doit servir de base à ce qui se fera en Ukraine. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir de prévenance